il faudrait vraiment un enchaînement de circonstances qui soit digne d'un livre, et du coup j'écrirais un livre et je m'en sortirais. Mais j'étais à 130, j'ai fermé les yeux, puis quand je les ai rouverts, j'étais sur le parking. Ça s'appelle un accident, ça, mais Louis. Mais bon, je suis en train de parler avec le fantôme de Louis. La vérité, c'est qu'à un moment, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, non mais en réalité, j'ai coché objectivement toutes les cases de la to-do que j'avais avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10 000 balles et je les ai mises sur un coin qui s'appelle USA, qui a un market cap ridicule. J'adore entamer par ça la première fois qu'on parle de crypto, parce que là les gens se disent mais il fait vraiment n'importe quoi. Donc, conclusion, il n'y a absolument aucun enseignement rempli de sagesse dans cette anecdote. Vous pouvez faire x10. Écoute Louis, je vais démarrer avec un sujet. C'est une pensée qui m'a traversé l'esprit il y a quelques semaines et je voulais en parler en podcast. Je me suis dit que ce serait très intéressant. Je ne sais pas où on va aller avec ça, mais je pense que c'est un sujet qui va t'intéresser. Je faisais des courses, Carrefour City, un truc du genre, dans ma petite ville. Et je suis passé, comme très souvent, quand je vais faire mes courses, je suis passé devant une personne qui était devant le magasin. Et c'est donc un sans-abri qui est en train de demander de l'argent aux gens qui rentrent dans la boutique. Et en fait, ça a déclenché un grand moment philosophique dans ma tête. Pas que philosophique, mais je me suis posé un tas de questions sur... En fait, c'est pas la première fois que je vis ça. J'avais déjà vécu la même chose en centre-ville de Nantes et j'allais pareil, c'était une boutique, une enseigne, je sais plus laquelle, mais il y avait tout le temps des personnes qui étaient devant le magasin. Et je me disais, c'est fou à quel point la vie peut être compliquée. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je me suis posé la question et j'ai eu une longue conversation avec ma compagne à ce sujet. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, c'est terrible pour le magasin. Le premier réflexe quand tu en parles, c'est de dire, bon alors évidemment, du coup, il y a toute la dimension humaine et sociale et tu te dis, bah tu vas rien faire du tout. Enfin, la personne, elle est là, elle demande de l'argent, c'est une sans-abri, donc elle est posée devant. Et c'est évidemment le meilleur endroit où être pour pouvoir demander de l'argent puisqu'il y a beaucoup de passages. Et donc, c'est top pour la personne qui est juste devant. Sauf qu'en fait, moi, ce que j'avais observé dans le magasin que je citais justement en centre-ville à Nantes, c'est que, alors, il y a sans-abri et sans-abri. Des fois, il y a des personnes qui ont l'air toutes gentilles et tout. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Il y a des gens qui ont l'air sympas, il y a des gens qui ont l'air pas sympas. Quand tu es sans-abri, c'est pareil. Il y a des gens qui ont l'air sympas, il y a des gens qui ont l'air pas sympas. Tout à fait. Et à Nantes, les gens, ils avaient l'air un peu moins sympas. C'est-à-dire, ils véhiculaient moins une image positive et bienveillante, si tu veux. C'est la manière d'être, l'attitude, de s'habiller, le fait qu'il y ait des gros chiens aussi, tout ça qui peut faire un peu peur aux gens. Il y avait tout ça. Et du coup, moi, pendant des années, je me suis dit quoi en passant dans cette boutique? Je me suis dit, mais en fait, la boutique, quelle est notre réaction à nous? Si on est totalement honnête, en fait, on a du choix. Il y a d'autres magasins ailleurs. Ah oui. Et du coup, à chaque fois que tu passes devant cette boutique et devant ces personnes-là, normalement, la personne, elle te demande de l'argent à chaque fois. Et évidemment, la plupart du temps, tu ne donnes pas de l'argent à chaque fois parce que sinon, c'est une taxe. Ah oui. Tu le fais une fois, tu le fais peut-être deux fois, mais tu ne le fais pas à chaque fois. Le problème, c'est qu'eux, ils sont campés devant le magasin. Du coup, tu as l'émotion négative qui est générée à chaque fois de devoir dire non ou d'être un peu gêné. Et si nous, on le ressent, tout le monde le ressent si on ne fait pas semblant de ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le magasin perd de l'argent. Ouais. C'est une évidence. Et du coup, je me suis dit, merde. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en fait? Et qu'est-ce que les boutiques font et comment ça marche même légalement parlant en France? C'est là où j'en ai aucune idée, donc c'est très ouvert. Je te dis, on en parle, mais j'ai pas fait mes devoirs avant. C'est comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que déjà le fait d'être comme ça devant la boutique pour toutes ces personnes, est-ce que le magasin a le droit de faire quelque chose ou pas? Je sais pas si toi tu sais. Oui. Ah, tu sais, très bien, c'est parfait. On va avoir une conclusion à ça. On se complète parfaitement. Ouais, c'est génial, c'est magnifique. Et deuxièmement, c'est vrai que, en fait, c'est ce que je disais juste avant, c'est la vie est vraiment compliquée, quoi. Parce qu'en fait, si tu es sans abri, évidemment que tu te mets là et que c'est le meilleur endroit où être et que tu as envie de te mettre là et tout. Tu vois, c'est quand même, ça t'arrange bien quand même avec tout le trafic, le passage. Et en même temps, si tu es le magasin, on va pas faire semblant. Si tu te dis, ah oui, le magasin fait un peu moins de chiffre d'affaires, on s'en fiche, ça n'a aucune importance, il y a des vies humaines en jeu et tout. Bien sûr. C'est quand même une vision de la vie qui est un petit peu bisounours aussi. Et donc, je me suis posé la question. Alors, je suis très content du coup que tu aies une conclusion à cette histoire parce que si je comprends bien, tu sais légalement en France déjà comment ça se passe. Oui. J'ai une conclusion à ça et un prélude. Parce que figure-toi que quand tu as commencé à m'expliquer et que tu as commencé à dire qu'est-ce que tu ferais dans ces cas-là, je croyais que tu parlais du fait d'être
sans domicile fixe. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais si tu étais sans domicile fixe pour arrêter de l'être? Ah, Je croyais que tu allais là-dessus et j'ai déjà beaucoup réfléchi à ça. C'est un truc pas du c'est, tout. c'est ok. Moi, c'est une question que je me suis posée et reposée. Je me suis dit, ok, quel est le plan Ouais. si à un moment, vraiment, pendant genre 1 an, tout dégringole, mais tout, genre rien ne va plus, il se passe des choses incontrôlables. Dans 1 an, tu es à la rue, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre sujet, on ouvre cette porte, on la refermera sûrement jamais. Mais j'ai du coup la réponse légale. Il est interdit depuis, allez, je ne vais pas dire une année précise parce que je ne vais pas avoir l'année précise, mais je vais dire une fourchette entre 2017 et 2021. Depuis 2017, enfin, une loi est passée entre 2007 et 2021 qui interdit, littéralement, c'est interdit, de faire la manche. C'est-à-dire de solliciter de manière active. Ok. Tu as le droit, comme certains le font par exemple, et pour le coup c'est les seuls auxquels je donne, presque, d'être allongé et de prier par exemple. D'être au sol, prier, pas parler, embêter personne, ne pas causer de nuisance à qui que ce soit qui ne l'a pas souhaité. Ça c'est autorisé. Être dehors, c'est autorisé. Mais solliciter de manière active, c'est interdit. Donc si tu es un magasin et que devant ton magasin, il y a un groupe d'individus qui sollicitent de manière active, tu appelles la police les vire instantanément. Et pas juste parce que c'est des sales comptes policiers, mais vraiment parce que ça fait partie de leurs prérogatives. Donc c'est interdit de solliciter activement. Ok. Mais ce n'est pas appliqué, de toute évidence, de ce que moi j'observe en tout cas partout autour de moi. Parce que je l'ai vu pas dans une ou deux boutiques, quoi. C'est-à-dire que je le vois tout le temps. Oui. Mais alors, maintenant, là, je viens de te dire Ouais, texte, très bien. le texte Ouais. de loi écrit par des hommes dans des belles chemises, dans des beaux costumes, dans des beaux bureaux. Tu vois. Ok. Je sens le regard complice. C'est bon, on s'est compris. Okay. On s'est compris. Maintenant, si la boutique appelle, les flics vont vraiment venir et vont vraiment les virer. Mais ils vont revenir. Oui, exactement. Parce qu'ils peuvent pas leur mettre d'amende, ils sont insolvables. Ils peuvent pas les mettre en tôle, il n'y a plus de place. Et ils vont pas les mettre en tôle parce qu'ils font la manche, tu vois. Donc en fait, c'est juste pas applicable. Ils peuvent juste les virer. Et voilà. Ok. C'est fou parce que je pense qu'on réalise pas bien. Et là, évidemment, comme on est un podcast un peu business, c'est l'angle que je choisis de prendre. Mais on peut prendre ensuite. Voilà, on n'est pas obligé. On peut aussi se mettre du point de vue de personne sans abri juste après. Mais déjà, d'un point de vue du magasin, c'est fou d'imaginer la perte sèche que ça représente quand tu as des personnes qui terrorisent tout le monde quand tu passes juste pour aller faire tes courses pour acheter du dentifrice, quoi. Parce que j'ai ressenti ça en centre-ville. Et en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on peut être avec toutes les bonnes intentions du monde et dire que c'est bien que ces personnes-là se mettent là parce que voilà, ça leur permet de survivre, etc. Le fait est qu'il y a d'autres conséquences. Et les conséquences, c'est pas juste des méchants dividendes de méchants actionnaires. C'est juste le magasin qui est là, qui emploie plein de monde. Et je pense que la différence du magasin que moi j'ai en tête à Nantes, avec des personnes où je vous assure que ça crée une atmosphère un peu noire devant, un peu bizarre, un peu gênante, un peu tout le monde la contourne, quoi, concrètement. Moi, je pense que c'est des milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins pour ce magasin. Parce que les gens vont juste dans l'autre magasin à côté, n'importe quel autre magasin ailleurs. Ouais, ça c'est complètement vrai. Je l'ai déjà vu et vécu aussi beaucoup à Bordeaux. Et effectivement, en fait, si tu te poses 2 secondes et que tu te poses la question, c'est un dilemme quasiment insolvable parce qu'en fait, on pourrait tous les deux se faire l'avocat des deux situations à tour de rôle et échanger. Et en fait, super facile. Ça devient insolvable de résoudre ça. Moi, dans ces cas-là, j'ai effectivement tendance à, quand je sais vraiment pas, en fait, à la fin, je me regarde moi, quoi. Je me dis, ok, si c'est ma boutique, ouais, je les vire. Quand c'est insolvable, tu peux pas, en fait, au bout d'un moment, eux, ils te comprennent, mais... Enfin, tu les comprends, mais ils savent très bien dans quelle position t'es aussi, tu vois. Ils savent que si t'es à peu près normalement constitué, c'est extrêmement pénible de prendre ton téléphone, d'appeler la police et de dire il y a des gens devant chez moi. Et en fait, ils savent, eux, et ils jouent de ça aussi. Et donc, ça crée une espèce de truc où tu te dis, bah oui, mais eux, ils jouent du fait que je sois bienveillant, mais en même temps, je suis bienveillant parce que je le suis vraiment. Mais du coup, ça pose quand même un problème. Enfin, c'est horrible. Donc, moi, je pense que je serais plutôt de l'équipe à une première fois aller les voir gentiment, 2 fois, 3 fois. Puis si c'est 3 fois, après, c'est plus de mon ressort. Hein. Et j'imagine que dans la réalité, ça doit être encore plus compliqué que ça parce que effectivement, ils reviennent et peut-être qu'ils sont tout simplement pas coopératifs
Et moi, ce que je constate, c'est toujours ce même magasin que j'ai en tête à Nantes, où je me dis en fait, le magasin, c'est pas un choix que ces personnes elles soient là devant, c'est pas possible. Ouais, c'est subi. Et pourtant, ils sont là depuis des années. Donc, à mon avis, il y a un conflit d'une sorte ou d'une autre, je pense, autour du magasin et du fait qu'ils décident de se mettre là et que le magasin n'a pas forcément son mot à dire. Et moi, je pense que le magasin a fini par baisser les bras, en fait, parce qu'ils sont tellement là et ils font tellement partie du paysage que les policiers, ils ont dû venir 1, 2, 3, 5, 10, 15 fois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, maintenant, ils sont là et ils sont là tout le temps. Et j'ai jamais vu un seul policier. Et ce magasin, nous, ce que je vous redis, hein, vraiment, nous, on y allait à reculons, quoi, à chaque fois. Et on a fini même par ne plus y aller, tout simplement. On préférait aller dans d'autres boutiques. Et on s'est dit, mais si nous, on le ressent, on est des dizaines, je vais peut-être pas dire des centaines, mais on doit être tellement nombreux à ressentir la même chose, en fait. Et l'impact est colossal sur le magasin. Colossal, je pense. L'impact est colossal et surtout, même s'il y a beaucoup de gens qui le ressentent, il y en a beaucoup, beaucoup qui le diront jamais. Ils le diront Bien jamais sûr. parce que ils ont l'impression que tu es en train d'avouer un truc horrible, quoi. Sauf que d'un moment, il n'y a personne d'autre que toi qui va s'occuper de toi, quoi. Donc, oui, je suis persuadé que des centaines de personnes le ressentent. J'ai pris la pire situation possible après parce que j'ai vraiment décrit une vision du magasin avec des mecs qui sont sapés vraiment d'une manière. Vous imaginez vraiment les canettes de bière par terre qui traînent, les gros clébards, etc. Donc ça, je dis pas c'est de leur faute, c'est pas de leur faute, etc. Je dis juste, ils ressemblent à ça. Et donc ça, c'est la pire situation possible par définition parce que c'est l'image qu'on se fait du sans-abri qu'on préfère contourner. Il y a des gens, des fois, tu peux même pas deviner qu'ils sont sans-abri. Ouais, Ils bien sont sûr. habillés absolument normalement, ou alors ils vivent dans une voiture, ou alors ils ont l'air tout gentils. J'en ai connu encore il y a pas longtemps à Toulouse, où on leur a offert un café. Et ils avaient l'air tellement gentils, on se serait douté de rien, quoi, qu'ils étaient sans abri et tout. Et dès qu'ils peuvent, ils récupèrent assez d'argent tous les jours pour pouvoir dormir dans un hôtel le soir. Moi, ma réaction, c'était de me dire, putain, mais du coup, alors il faisait froid, on était en hiver, donc c'était normal qu'ils fassent ça. Mais moi, je me disais, putain, mais si tu dépenses toute cette quantité d'argent à chaque fois pour aller juste le soir même dans une chambre d'hôtel, il y avait un côté, c'est con ce que je veux dire, hein, mais tu n'investis pas. C'est horrible ce que je dis. Ouais, je vois ce que tu C'est-à-dire veux qu'en dire. fait. Mais en fait, je préfère que Même je dans me des dis là, petites au choses. bout d'un moment, peut-être c'est plus facile de s'en sortir en accumulant d'une façon ou d'une autre un capital, mais pas pour investir en bourse. Hein. Je suis pas quand même con à ce point-là. Non, juste pour te sortir de ta situation. C'est-à-dire que quand tu arrives à réunir un capital, et on me demande pas comment ils font pour le garder, le capital, parce que évidemment c'est de l'argent liquide, donc je ne sais pas. Mais imaginons ils arrivent à réunir 500 euros ou 1000 euros ou machin. Et je pense que c'est des sommes qui commencent à permettre de débloquer une situation ou de faire quelque chose. C'est ça que je veux dire. Et en fait, si à chaque fois que tu arrives à réunir 30 euros, par exemple, tu vas dans une chambre d'hôtel le soir. Alors eux, ils se mettent bien. Ils nous l'ont fait comprendre, hein, vraiment, le soir, on est tellement mieux. On peut prendre une douche, on dort au chaud dans un lit et tout. C'est incroyable. Donc c'est normal qu'ils fassent ça. Mais en fait, je me dis, merde, c'est vraiment l'image du hamster dans une roue, quoi. C'est-à-dire que du coup, tu t'en sors pas du tout. Et moi, j'ai eu cette image-là. Ce qui peut d'ailleurs me permettre de rebondir sur ce que tu disais juste avant. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sans abri? On peut en parler. D'ailleurs, je ne me suis pas beaucoup posé la question. Mais en tout cas, là, j'ai eu ce premier réflexe de me dire comment je fais pour m'en sortir. Et j'imagine que si tous les jours, je remets le compteur à zéro, de devoir à nouveau partir de 0 euros pour arriver à 20 ou 30 euros, pour pouvoir le soir aller dans une chambre d'hôtel, pour le lendemain recommencer. Enfin, vous voyez bien que dans ce système-là, il y a quelque chose qui cloche, en fait, et qui fait que tu restes prisonnier de ton système, en fait, et de ta stratégie. Donc, si tu dois adopter une stratégie, je ne sais pas quelle serait ma stratégie, parce que je n'y ai jamais réfléchi, et en plus, je ne me rends pas vraiment compte des causes et conséquences, et de tout ce qui est à ta portée, ensuite de tout ce que tu peux faire quand tu es sans abri. Enfin, c'est un monde à part, hein. On ne se rend pas bien compte, mais c'est tellement éloigné de mon quotidien et de ma réalité, que je ne me rends pas bien compte exactement de qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour m'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, et surtout, comment t'en es arrivé là, et pourquoi est-ce que vraiment tu finis à la rue, et pourquoi est-ce que tu peux pas réellement t'en sortir, parce que toi et moi, on va dire quoi? On va dire, je vais travailler à McDo à côté, je dors dans une voiture, j'ai de la famille de toute façon, je vais jamais m'embrouiller avec la planète entière, je vais dormir chez ma sœur rapidement, ensuite je vais prendre un boulot directement à McDo, etc. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est les pires scénarios possibles et les plus improbables possibles qui t'amènent à finir sans abri. C'est pour ça que pour la plupart des gens, ça paraît inconcevable. Parce que pour la plupart des gens, ça n'arriverait pas. Et puis c'est parce que aussi, s'ils en sont arrivés là, c'est que leur vision du monde n'est pas la même que celle qu'on peut avoir. Ils sont dans une situation dans laquelle on n'arriverait pas, ou certainement pas, parce que
bah, ils font des trucs et on fait des trucs que eux ils feraient pas ou que nous on ferait pas. Et en fait, c'est juste le propre de tout. C'est-à-dire que un mec qui finit PDG de Veolia, il a fait des choix et il a une vision du monde qu'on n'a pas. Et un mec Ouais. qui finit SDF, il fait des choix et il a une vision du monde qu'on n'a pas. Donc en fait, c'est certain que ça pourrait, je pense en tout cas, que ça pourrait pas nous arriver au vu du juste la situation générale dans laquelle on a la chance, entre grands guillemets, chance tu m'as compris, d'être, c'est-à-dire si on a besoin d'aller dormir chez un proche, on peut, si on doit, si par dernier recours, on doit demander un peu d'argent à un proche, on a la chance de pouvoir aussi, c'est tout sauf souhaitable, mais vraiment en dernier recours, c'est possible. Et s'il faut aller travailler quelque part, on sait, toi et moi, que on le fera en fait. Ok, il faut aller bosser à McDo, ça va être terrible comparé à ce qu'on fait actuellement. Pas comparé juste au fait de travailler à McDo en soi, mais l'écart entre notre liberté actuelle et aller travailler à McDo, il est considérable. Et quelqu'un qui pense que je suis en train de, que ce que je viens de dire fait de moi un enculé, c'est vraiment quelqu'un qui a zéro empathie et qui capte pas à quel point il est difficile de faire un aussi grand écart du jour au lendemain, du moins. Et en fait, effectivement. On peut d'ailleurs réfléchir, juste une petite parenthèse, à toutes les barrières, pour montrer à quel point c'est improbable. Mais déjà, donc il faut perdre tout notre... Donc imaginons qu'on ait de l'argent de côté, donc c'est notre cas par exemple à Ouais. toi et moi. Donc il nous faut ne plus avoir d'argent de côté, Ouais. il faut perdre sa capacité à générer de l'argent. Ouais. Nous en plus, on a un certain nombre de connaissances ou de choses qui nous rend plus ou moins autonomes aussi, c'est-à-dire que même en étant sans abri avec un téléphone, etc. Bon, si tu veux, on fait partie de ce milieu des entrepreneurs du web, et donc c'est vrai que même avec un téléphone, on s'imagine pouvoir bricoler des choses, etc. Ah ouais. D'ailleurs, tu pourrais même finir SDF, et d'un seul coup, moi, tu vois, je ferais des shorts, des TikTok sur la vie de SDF, et ça marcherait super bien, et je gagnerais de l'argent sur TikTok Ads, et puis voilà. Enfin, je veux dire, en fait, on a une telle mentalité aussi qui fait que c'est facile d'être résilient par rapport à ce genre de choses, tu vois. Donc direct, moi, je pourrais penser à des trucs comme ça. Ensuite, faut effectivement ne pas pouvoir aller trouver un travail. Enfin, voilà, imaginons qu'il y ait des complications d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas exactement lesquelles. Ensuite, il faut s'embrouiller avec toute notre famille et que plus personne ne veuille nous héberger. Il faut aussi s'embrouiller avec, si voilà, il y a famille et amis, donc il faut s'embrouiller avec toute la famille, il faut s'embrouiller aussi avec tous les amis, absolument tout le monde. Et puis s'embrouiller, c'est un niveau d'embrouille qui est hyper élevé, parce que t'es proche, les gens les plus proches de toi vont préférer que tu dormes dehors. Plutôt, c'est un niveau d'embrouille qui est quand même stratosphérique. C'est-à-dire que... Ou ne pas avoir, parce que la vie a fait que tu n'as pas de cercle social très étendu, très très restreint, tu n'as pas d'amis, tu as très peu de famille. C'est pour ça que ça concerne réellement pas tout le monde, quoi. C'est vraiment... Faut... Et je respecte évidemment les gens à qui ça a pu arriver. Je dis pas que ça fait d'eux de mauvaises personnes ou quoi que ce soit. Des fois, la vie peut être profondément injuste pour certaines personnes. J'ai aucun doute là-dessus. Mais... mine de rien, il faut quand même remplir énormément de conditions avant d'en arriver là. Ouais. Ce que je voulais dire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur toutes les barrières avant de finir SDF. Ouais, absolument. Et ça fait partie des trucs que j'ai fini par me dire. C'est sur ça que j'ai conclu, en fait, quand je réfléchissais beaucoup, à me dire, ok, qu'est-ce que tu ferais et tout. À un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, ça va pas m'arriver. En fait, j'ai la chance que ça puisse quasiment pas m'arriver. On peut pas dire que ça peut pas m'arriver, mais il faudrait vraiment un enchaînement de circonstances qui soit digne d'un livre, et du coup j'écrirais un livre et je m'en sortirais, mais enfin tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc oui, effectivement c'est des situations particulières, mais il est vrai que le problème que tu as soulevé est un problème complexe à régler, et que certains doivent y faire face aussi. Le magasin, tu veux dire, du coup, et pour reboucler sur le magasin. Ouais. Totalement. Ce qui nous fait amener sur le vrai sujet, comme j'ai coutume de dire, l'éléphant au milieu de la pièce. Bonne année, Louis. Bonne année, Alexis. Je crois qu'on a déjà fait un épisode sur les bonnes résolutions, non? Oui. Ouais, on a fait. En fait, on a démarré ce podcast fin 2023. Fin 2023. Exactement. Donc, je pense qu'on peut en conclure qu'on n'a rien de plus à dire sur les bonnes résolutions cette année. Je pense qu'on n'a pas grand plus à dire, si ce n'est que, petite actu à ce propos, je ne sais pas si tu en as une, moi j'en ai une très courte, c'est le début d'année le plus chelou de ma vie. C'est-à-dire que je suis... Chelou. Ouais, chelou.
Nous sommes dans Ouais. un espèce d'espace-temps depuis début janvier qui n'existe pas. Le mois de janvier a été absorbé par une comète qui avançait à la vitesse de la lumière. Et non pas qu'il passe trop vite, hein, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est juste que je vis actuellement un mois de janvier dans un espèce d'espace-temps où rien ne compte, rien n'a d'importance, presque rien n'existe, je dirais. Je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une nouvelle année, je ne suis pas du tout dans une dynamique de nouvelle année. C'est juste un espèce de moment hors du temps dont je profite presque de loin. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me regarder profiter de je sais même pas quoi. Je T'es marche complètement l'après-midi. déconnecté, quoi. Complètement déconnecté. Hmm. Je marche en fin de matinée en général. Je vais au sport l'après-midi. Je balade mon chien le matin tôt. Voilà, je viens de vous résumer. Mais Est-ce que ça fait du bien un épisode comme ça dans la vie où on flotte? Moi, j'appelle ça des moments de flottement. C'est juste tu flottes et t'es là et juste tu t'observes toi-même. bah, Et t'es un peu moins dans l'action. Mais des fois, ça fait du bien, hein. c'est mon premier. Donc, ouais, pour l'instant, ça va. J'ai- En fait, c'est que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Au début, on se disait, ouais, on fera ça la semaine prochaine et tout. Puis en fait, après, on se disait, bah non. Puis, et en fait, au fur et à mesure, on est juste dans un bah non, en fait, on fait juste rien. Ok, ok. Et donc, et on le prend très bien. Et surtout, ce qui m'a permis de le prendre très bien, c'est de projeter. Donc là, on est dans une méta qui n'a plus aucun sens, mais je me suis projeté sur le Louis de la fin 2025. Comment j'allais percevoir ce début 2025. Et en fait, j'ai envie de le percevoir comme moi, début 2025, je me suis juste bien reposé. Ça m'a fait beaucoup de bien pour entamer à partir de février, quoi. Et j'ai envie de le voir comme ça. Donc, du coup, je le vis comme ça. Donc, il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de calendrier de l'année. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Si, il y a un tout petit chiffre d'affaires, du coup, mais voilà, il y a une vidéo qui sort un petit peu. On fait des petites vidéos, Ok. on les tourne en 20 minutes. Il se Bah, se écoute, passe ça nous rien. fait quelque chose en commun, alors, ce début d'année. Ah oui, c'est vrai. Non, non, il y a pas beaucoup de chiffre d'affaires. Ah merde, Non, ok. mais après, Ok, l'ambiance générale n'est pas la même, mais l'ambiance générale. Alors moi, j'ai une image pour ça. C'est une image que j'utilise depuis des années. Et à l'époque où je voulais écrire des films, faire des petits scénarios, tout ça, j'avais même voulu faire un petit court-métrage juste autour de ça. J'avais commencé à m'organiser un peu pour faire quelque chose, pour tourner quelque chose, puis ça s'est jamais fait. Mais en fait, c'est une image que j'utilise beaucoup depuis ma vingtaine, les aires de repos. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. J'ai toujours eu une fascination pour les aires de repos. J'adore ça, je trouve ça génial. Donc, tu pars en vacances. T'es à fond, t'es à 130, t'es sur l'autoroute, ou t'es à 110. Et puis, quelques fois pendant un trajet, disons que t'as un trajet de 10 heures, tu t'arrêtes X fois. Et à chaque fois que tu t'arrêtes, tu commences à aller sur la droite. Tu ralentis, t'arrives, et t'as cette espèce d'air de repos. Une aire de pause, où il se passe rien. C'est-à-dire que t'avances plus, et tu vois tous les autres gens qui sont arrêtés pareil, qui sont en pause. Donc, t'en as un qui fume sa clope, il y en a qui mangent, il y en a qui vont aux toilettes, tu fais ce que tu veux, mais juste t'es en pause et j'ai l'impression d'une espèce de moment de flottement où il se passe plus rien, comme une suspension du temps, tu vois. Et j'ai toujours adoré ce sentiment de suspension du temps sur une aire de repos. Et c'est une image que j'ai gardée toute ma vie et que j'utilise, moi, dès que je veux faire une pause, je le vois comme ça. Pour moi, j'étais sur l'autoroute juste avant et je me suis juste arrêté sur une aire de repos. Mais ça peut durer juste quelques heures ou le temps d'une journée, des fois ça fait du bien pour se ressourcer, ça peut durer quelques jours, ça peut aussi durer quelques semaines si tu fais une longue pause, c'est ce que tu es en train de vivre, d'après moi. Mais là actuellement en fait c'est juste, tu étais à fond, et là tu viens de te mettre sur le bas-côté et tout, tu viens de te garer dans une aire de repos, et juste tu es là et tu fais rien. J'adore observer les gens ne rien faire des fois, parce qu'ils sont contents d'arriver dans une aire de repos et de faire rien. De rester là, tu vois, parce qu'ils sont contents, on se met debout, on marche, ça fait du bien, on se dégourdit les jambes, quoi, tout simplement avant de repartir. C'est exactement ce que tu vis. Et ça permet de repartir moins fatigué, un peu plus en forme aussi. Quand on reprend le volant, on sent qu'on est plus en maîtrise de ce qui se passe. On a bu un petit café, on a fait pisser le chien, tout va bien, quoi. Ouais, je l'avais pas perçu comme ça, mais je prends cette métaphore avec plaisir. Et moi, la toute petite différence, c'est que j'étais à 130, j'ai fermé les yeux, puis quand je les ai rouverts, j'étais sur le parking. Mais à part ça, Ça s'appelle un c'est accident, intéressant. ça, mais Louis. Mais bon, très bien. Non, Faisons comme si heureusement, c'était sans normal. accident. Heureusement sans accident, mais non, juste, juste c'est très. Voilà, c'est presque un peu un état méditatif. Ouais, voilà, je me lève,
Je mange. Pour ceux qui sont en train de se dire que j'en branle vraiment pas une, c'est à peu près comme ça qu'on peut le dire. Ah ouais, vraiment, il se passe juste Je rien. suis même quoi. pas sûr que Louis soit vraiment avec nous là maintenant dans ce Je podcast. Je je suis sais je suis pas. en train de parler avec le fantôme de Louis. Je sais pas Je vous, trop. je vous dirai. Non, non, je plaisante. Mais non, mais c'est pour ça là, ce petit podcast, ça m'a mis un petit cadre. Je me suis dit, ah, mardi, il se passe quelque chose. Il y a un petit truc à faire. Je dis ça, mais en vrai, aujourd'hui, j'ai un peu plus bossé. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. C'est mon début d'année 2025. Je vous ferai un update de si ça a détruit mes objectifs de chiffre d'affaires de cette année. Parce que bon, j'en ai quand même. Enfin, je gamberge pendant tout ce temps où je marche à la plage. Donc, non, ça fait juste du bien. On vit tous après ce genre de saisonnalité. En fait, c'est difficile de faire ça au début quand tu es dans la survie et que tu es en train d'essayer de... Donc, par exemple, si vous vous lancez, vous êtes freelance ou futur freelance et vous cherchez vos premiers clients, ça vous prend des mois. Le mois prochain, vous savez pas comment payer votre loyer. Enfin, Ouais, en fait, c'est tout ça, impossible. ça déclenche une sorte de fureur et vous n'avez pas le choix, quoi. Et là, j'ai dit des mois. Bon, la vérité, c'est que ça peut aussi durer des années. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça s'est étalé sur des années avec beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Avec effectivement des mois où tu ne savais pas comment tu allais faire le mois prochain. Et finalement, tu t'arrêtes jamais en fait. Tu es toujours sur l'autoroute. Toujours, Ouais. toujours, toujours. Et c'est vrai que tu peux pas vraiment t'arrêter quand tu n'as pas le choix. Là, je dirais qu'en fait, tu es arrivé à un point de ta vie où du coup, tu sors la tête de l'eau, peut-être tout simplement. Et où Ouais, tu c'est te ça. dis, bon, en fait, c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. En fait, tu prends Ouais. ta to-do list et la vérité, c'est que même si tu te fixes de nouveaux objectifs parce que tu es insatisfait de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, ce qui est naturel et sain, la vérité, c'est qu'à un moment, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, non, mais en réalité, j'ai coché objectivement toutes les cases de la to-do que j'avais avant. Ça ne veut pas dire que je suis satisfait, que je ne veux pas continuer d'avancer, de me fixer de nouveaux objectifs. Ça veut dire que raisonnablement, j'ai quand même tout coché, quoi. Donc il y a un moment où, en fait, peut-être que là, tu relâches la pression complètement, genre c'est ton corps qui s'exprime, en fait, et qui se dit, c'est bon, quoi, en fait, juste, je peux me permettre de prendre une pause et il va rien se passer. Ouais. C'est un peu ce que j'ai commencé à me dire, beaucoup plus rationnellement, quand j'ai commencé à capter qu'on était dans cette période-là, j'ai ouvert le compte de la société et j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus que tout ce qu'on a dépensé l'année dernière. Donc en fait, je pourrais juste ne rien faire. Ça pourrait durer un an en vrai. Ça pourrait durer un an. Et en vrai, si j'étais très honnête, que je rationalisais les dépenses, que je m'organisais, ça pourrait durer, je sais pas, longtemps. Vraiment longtemps. Ouais. Genre des années. Si je le souhaitais, quoi. Et en fait, quand j'ai capté ça, je me suis dit, en fait, du coup, t'en as rien à foutre. Juste, on s'en fout là. Il n'y a pas besoin de, ouais, 2025, c'est parti, allez les gars, c'est notre. Bah non, viens, on s'en tape et je sais pas, on va à la mer, quoi, marcher. Et effectivement, j'étais sur le début de la réflexion de ce truc de toutes les premières cases, elles sont cochées, quoi. Genre, il reste un tas de cases à cocher, c'est les cases bonus, quoi. Et je vais les faire avec plaisir, déjà parce qu'il me reste un petit bout de vie quand même, mais parce que j'ai hyper envie et tout, il faut des nouvelles choses. Mais effectivement, je crois que les premières cases sont cochées. Ouais, bah écoute, et il y a de plus en plus, je pense, de contenu sur Internet. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, je pense. Beaucoup de vidéos d'entrepreneurs qui sortent où les gens ont une réalisation. Ils se disent, en fait, je suis juste pas obligé de continuer de bosser 10 heures par jour. Et tu vois, enfin, juste c'est un moment où je peux profiter de tout ce que j'ai construit. Et j'ai l'impression qu'il y a il y a un fork de culture qui se fait sur les entrepreneurs du web avec une petite tribu de gens qui se disent, en fait, on va kiffer, quoi, on va profiter. Et Ouais, il y en a. il y en a de plus en plus. Donc plus entrepreneur lifestyle, quoi, finalement, qui est une forme de entrepreneur, oui, mais surtout essentiellement, finalement, des gens qui étaient en quête d'indépendance. Voilà. On va pas revenir sur la définition d'entrepreneur, on l'a fait dans 2 ou 3 épisodes déjà. Donc, mais en gros, il y a un petit peu de ça. Euh, Il y a un peu de ça, en sachant que dans mon cas, c'est purement temporaire, hein. C'est-à-dire que ouais, dès que j'en ressens le c'est besoin, du repos. dès que je suis prêt, c'est reparti, quoi. Mhm. Complètement sans transition, mais tu m'as dit que tu avais une actu crypto à nous Oui, partager. j'ai une petite actu crypto. Je crois pas qu'on ait Tu beaucoup parlé de crypto ici, hein. Je pense pas. Pourtant, on investit tous les deux. Alors, moi, plus que toi, en Ouais, parce pourcentage que... du moins. Euh, Ouais, ok. puisque 40% de tout mon patrimoine est en crypto-monnaie. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Ouais. C'est vraiment Ouais. beaucoup. Non, toi, t'as Parce pris que ça au sérieux? j'ai pris ça au sérieux. Voilà, je maîtrise extrêmement bien le sujet. Je me suis beaucoup renseigné. J'ai créé une entreprise là-dedans il y a plusieurs années. Donc, je sais ce que je fais, quoi. C'est pas un conseil et je blague pas. C'est-à-dire que je suis pas en train de faire la blague d'entrepreneur de ceci n'est pas un conseil. Non, non, je suis vraiment en train de dire, genre, ne This is faites not pas ça. financial advice. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais là, je suis vraiment en train, premier degré, c'est même pas notre financial advice. C'est ne faites pas ce que je fais, littéralement. Mais voilà, on investit tous les deux. Toi aussi, tu as une petite partie de ton patrimoine en crypto. Oui, c'est juste que j'ai pas cet état d'esprit du tout de patrimoine et d'investissement. Enfin, je le vois Ok. tellement pas comme ça. Je l'ai tellement presque vu comme du gambling, de manière Ok. totalement transparente, que j'ai juste du mal à dire vraiment, en vous regardant droit dans les yeux, oui, j'ai investi une partie de mon patrimoine en crypto-monnaie. Non, les gars, j'ai pas fait ça. J'ai mis de l'argent dans des shitcoins ou des petits projets très sympathiques. Il y a eu un petit peu de Ok. tout. Voilà, donc pour le dire Ah, très franchement. t'as rien de solide? Si. Ok. Si, mais c'est essentiellement des petits projets. C'est pas, j'ai Ok. pas de grosses capes. J'ai pas de Bitcoin, j'ai pas d'Ether, j'ai pas de trucs comme ça. Ok, ok. Ça Ok. m'intéresse pas. En fait, quand j'ai mis de l'argent là-dedans, je venais chercher du x15. Sinon, ça m'intéressait pas. Ok, je vois. Donc j'ai des petits projets qui sont connus de la communauté francophone, je pense, qui ont été lancés par différents créateurs, des trucs qui à un moment ou à un autre, tout le monde en a entendu parler plus ou moins, et donc je suis comme tout le monde, j'ai mis de l'argent dans ces projets-là. Certains sont très décevants et d'autres sont très prometteurs. Et aujourd'hui, ce que j'ai ne vaut pas grand-chose. Mais effectivement, il y a toujours des projets qui ont, je pense, beaucoup de potentiel et je suis ravi d'avoir un peu d'argent dedans et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, ne serait-ce qu'en 2025. Ouais. Mais voilà, c'est juste pour revenir sur le côté j'ai investi mon patrimoine, bon, faut se calmer, Ok. quoi. Ok, C'est ok. voilà, c'est juste ça. Ok. C'est Mais, pas mais du toi, tout par ton contre, cas. beaucoup plus sérieux, vraiment. Ouais, moi, beaucoup plus sérieux. J'ai DCA, donc investi la même somme de manière récurrente pendant des années. On avait une partie de nos gains tous les mois, à chaque fois qu'on faisait le bilan mensuel, on avait une partie, un pourcentage de tout ce qu'on avait gagné qui y allait. Enfin, on a vraiment fait ça, justement, vraiment pour le coup, en mode investissement, création d'un patrimoine en crypto. On a vraiment fait ça presque de manière pro, quoi. À la meilleure période, hein, puisque c'était en plein bear market. Donc voilà, ça se passe très bien. Mais là n'est pas le sujet. Mon actu crypto, elle rejoint l'actu crypto de quelqu'un d'autre. Évidemment, notre cher et tendre Monsieur Trump, qui a... Je me demandais qui si a on allait y aller ou pas. ben, on y Mais va, c'est- on y va. Mais merci de nous rendre ce service, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre dans le titre de l'épisode. Ce qui est C'est une vrai. très bonne nouvelle. C'est vrai, c'est une très bonne Je te- nouvelle. On va je au te moins remercie faire pour ça. 100 vues de plus. Mais donc, notre cher et tendre Monsieur Trump a eu la brillante idée marketing de sortir une crypto-monnaie à son nom la veille de L'avant-veille, ouais. l'avant-veille de sa prise de pouvoir. Et la veille de celui de sa femme. Et la veille de celui de Non, sa mais femme. on vit dans un monde dystopique, hein. Moi, Ah, j'arrive c'est- pas à comprendre. C'est génial. Non, mais c'est merveilleux. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et surtout, Moi, quand j'ai vu les détails et tout, je me suis dit, c'est pas possible de prendre en Ah, les des cons. détails sont terribles. Mais bon, c'est peut-être ce que tu voulais nous expliquer. Enfin, je te laisse, vas-y, nous expliquer ton anecdote. Voilà. Donc, juste pour petite mise en contexte, extrêmement rapide, y compris pour ceux que ça n'intéresse pas, Trump a lancé une crypto-monnaie. Ne mettez pas d'argent dessus, je vous le répète. Enfin, je vous le dis pour la première fois, mais je vais vous le répéter éventuellement. Il détient, lui et son équipe, 80% du total de ce qui existe de ça. Donc vraiment, je vous le redis quelques instants après, mais ne mettez pas d'argent là-dedans. Il n'a pas déjà liquidé un demi-milliard? Je sais pas. Alors, pas officiellement. Ah, ok. J'ai peur de prendre des infos et de faire du téléphone arabe, là, tu vois. Pas officiellement. C'est pas exactement ce qui s'est passé. mais- C'est ok. Non, ce qui s'est passé, c'est que quand sa femme a lancé le sien, le lendemain, tous les imbéciles qui avaient investi la veille se sont dit mais attends, c'est chelou. Et donc ils ont tous vendu pour acheter celui de sa femme. Sauf que du coup, bah, le truc a perdu 40%. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, j'ai vu ça et je me suis dit tiens, mais c'est une bonne opportunité ça. Parce que moi, du coup, j'ai une gestion de mon portefeuille qui est assez simple. Je fais, on va dire, à peu près une transaction par mois quand il y a besoin. Je rééquilibre. Quand je vois quelque chose qui a surperformé, bah, je pars sur quelque chose qui a sous-performé, etc. Je reste que sur des grosses caps. J'en ai un peu moins d'une dizaine, je dirais. Voilà, je fais des petits mouvements de fonds comme ça. Et
je suis pas assez gambler. C'est-à-dire que j'ai pas de shitcoin. Enfin, si j'ai genre, je crois que j'ai genre 4% en shitcoin. C'est pas intéressant, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit, écoute, Louis, vas-y, fais-toi plaisir. T'es dans ta période où tout est tranquille. Fais remuer ça un peu. Le chiffre d'affaires de ce mois-ci risque d'être, excusez-moi du peu, pitoyable. Donc, essaye au moins que le patrimoine général soit en net positif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10 000 balles et je les ai mises sur un coin qui s'appelle USA, qui a un market cap ridicule de genre 102 millions, un truc comme ça. Un coin voilà. Quand j'ai voulu mettre mes 10 000 balles, on m'a carrément dit, vous pouvez pas mettre 10 000 balles, vous allez faire bouger le prix. Trop. Donc j'ai mis 4 000 balles par 4 000 balles. J'ai attendu en me disant, on verra bien si Trump a un effet, parce que ça avait déjà bien commencé à monter, ça avait déjà fait x2 et quelques en 24 heures. Donc le pire moment pour investir, ne faites jamais ça, je le répète. C'est vraiment, tous les voyants sont au rouge. Je l'ai fait. Comment tu as choisi parce que c'était pas le token lancé par Trump? Non. Ça sortait d'où du coup? Tu l'as allé chercher comment? Je suis allé le chercher dans mon application Swissborg. J'ai trié par. Là, vraiment, c'était un move qui ne me ressemble pas. Hein. Je n'ai jamais fait ça avec l'entièreté de mon portefeuille crypto. Mais je suis allé dans toutes les cryptos. J'ai trié par celle qui avait le plus gros pump aujourd'hui et j'ai mis de l'argent dessus. J'adore entamer par ça la première fois qu'on parle de crypto parce que là les gens se disent mais il fait vraiment n'importe quoi. J'ai un portefeuille de bon père de famille en crypto, mais de bon père de famille quand même. Et donc tu es sur le point de nous annoncer ta nouvelle formation. On est d'accord? Vas-y, déroule. Et donc, je lance Crypto Pro ce soir en exclusivité. D'ailleurs, je vais faire un challenge gratuit. Et ce n'est pas à 5 000 euros. Ce n'est pas non plus à 3 000 euros, Louis. Non, pas non plus. Pas non plus à 3 000 euros. C'est même pas à 1 000 euros, figurez-vous. C'est pour la modique somme de 14,50 euros par jour, mais c'est quand même vachement bien. Voilà, Crypto Pro évidemment. Un petit challenge gratuit, hein, histoire de vous l'avoir. Le lien est dans la description du podcast, les amis. On mettra un lien crypto.pro. Je ne sais pas où ça mène ce lien. Ne cliquez pas dessus, s'il vous plaît. Ne cliquez pas. Mais on va le mettre quand même, mais ne cliquez pas. On va le mettre quand même, si on y pense. Non, et en fait, ça s'est juste merveilleusement bien passé. Okay. C'est-à-dire que là, je vais vous raconter le truc où normalement on entend l'inverse tout le temps. Bah moi ça s'est juste bien passé quoi, j'ai fait x2 en 24 heures. Attends, je veux dire que t'aurais pas souri comme ça si c'était vraiment... Ça sentait la bonne conclusion si tu veux. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu d'épices au passage et qu'il y avait la formation et tout parce que je me suis dit ça va juste être un happy ending, les gens vont se dire ouais on n'apprend rien du tout de cette anecdote, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi avec notre argent et gagner plein d'argent. Donc non mais effectivement, et donc conclusion, il n'y a absolument aucun enseignement empli de sagesse dans cette anecdote. Vous pouvez faire x10 n'importe quoi avec un effet de levier 50. Voilà, c'est ce que vous dit Louis. Non, jamais, surtout pas. Mais... T'as fait x2 du coup avec tes 10 000 euros, c'est ça? J'ai fait x2 en enlevant les frais et le fait que j'ai fait une ou deux transactions pendant pour sécuriser. En tout, ça me fait genre 7 000 net de profit en 24 heures. Donc c'est juste merveilleux. Alors là, plein de gens vont se dire ah incroyable, il s'est fait 7000 balles. Oui, alors c'est sur mon compte crypto et je vais pas les sortir. Donc en fait, je vous avoue que ça n'a rien changé à ma vie, rien. Si ce n'est sur le moment un peu une petite impression de waouh, trop bien. Et puis tu as gagné 7000 balles en risquant 10. Enfin, faut juste se rappeler aussi, tu vois, pour les gens, voilà. Voilà, c'est ça. J'ai pas gagné 7000 balles en risquant 500 balles. J'étais tout à fait OK avec le fait de me dire bon bah voilà, sur mon portefeuille crypto j'aurais perdu 10 000 en tentant un truc, j'en ai gagné 7, très bien, j'ai sorti direct et j'y retourne pas hein. C'est à dire que la morale ça peut éventuellement être si pendant 2 ans religieusement vous fiez à votre plan et que vous êtes fier au bout de 2 ans de vous être tenu à votre plan, bah vous pouvez vous autoriser un petit écart hein. Voilà. N'appliquez pas ce conseil dans la vie de couple, bien entendu, mais globalement, vous voyez l'idée. Si vous avez un plan d'investissement et que vous vous y fiez vraiment religieusement comme je l'ai fait, petit écart comme ça, au pire, vous perdrez une somme que vous étiez prêt à perdre. Au mieux, vous gagnerez un petit peu et vous ne le referez pas. Moi, je peux te raconter mon anecdote par rapport au token Trump. Et avec plaisir.
il n'y a pas grand-chose à dire. Néanmoins, j'ai ma petite histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je découvre, comme beaucoup, je pense, avec la vidéo d'Asher, que ce token existe, comme 80% des gens en France. Donc, merci Asher. Je pense que ce n'était pas le but de sa vidéo, mais c'est ce qui s'est passé néanmoins. Et donc, du coup, évidemment, comme tout le monde, j'ai un petit peu de FOMO. Je me dis, ah, c'est vrai que... Alors, je ne comprends... Non, d'abord, première chose, comme tout le monde, je ne comprends pas. Et je n'ai toujours pas compris. Ensuite, vient le FOMO. C'est-à-dire, bon, si on est un peu égoïste, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu facile. Un peu trop facile même. Mais quand même, il y a une opportunité. Et donc, on y réfléchit. Et en fait, comme on est le soir... je sais pas, soit parce que je suis un peu raisonnable, soit parce que je suis un peu fatigué, j'ai un petit peu la flemme et je me dis non, on va pas le faire, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Et puis dans le même temps en plus, j'apprends effectivement dans la même vidéo que non seulement il lance un token, mais qu'en plus il détient 80% de la supply, etc. Donc là déjà je commençais à me poser des questions, je me dis qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais bon, donc je ne fais rien, le lendemain je me réveille, et je vois que le token a fait x2, alors que j'ai rien fait, du coup pas la veille. Donc, quelle est notre réaction? Nous, si tu veux, 2 jours avant, la veille, l'avant-veille, je sais plus, j'ai refait ma garde-robe entièrement. Une grande partie, j'ai pas terminé. Et donc j'ai dépensé, alors je sais quand je dis ça, vous imaginez peut-être que j'ai dépensé des milliers d'euros. Bon, j'ai dû dépenser quelque chose autour de 700-800 euros, quelque chose comme ça, pour refaire une grande partie de ma garde-robe. J'ai pas fini, encore une fois. Et donc, moi je vois, à la base, je voulais mettre 1000 euros maximum, tu vois, dans ce token. Je me suis dit, en fait, si j'avais mis 1000 euros, j'aurais remboursé toute ma journée d'achat en vêtements, là. Juste là, comme ça, rapidement, en 3 clics. Oui, mais là, ça c'est pas bon. Donc, du coup, moi, instinctivement, je me dis, ah, c'est dommage quand même. Et donc là, on commence à essayer de se dire, bon, on va peut-être faire quelque chose et tout. Je commence à regarder. Je découvre qu'en fait, la blockchain Solana, elle n'est pas disponible sur un MetaMask. Et donc là, moi, je suis perdu. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, je commence à installer un autre wallet. Je commence à envoyer 10 balles dans le vide en me rendant compte qu'il faut bridger les trucs et qu'on ne peut pas juste envoyer 10 balles comme ça d'un réseau à un autre. Moi, je découvre, en fait, j'apprends des trucs comme ça parce que tout ce qui est un peu entre chaînes, entre réseaux différents, j'avoue que je n'ai pas trop touché. En général, je suis resté beaucoup sur les mêmes réseaux tout le temps. Hein. C'est toujours... Binance, Ethereum, etc. Je n'étais jamais allé sur Solana. Donc il y a des gens pour qui je parle chinois, hein, j'en ai conscience, mais c'est pas grave. Je pense que ça parlera à une partie d'entre vous. Il y a des blockchains différentes et vous pouvez pas juste envoyer de l'argent d'une blockchain à une autre comme par magie. Vous pouvez presque faire ça, mais il faut quand même passer par des outils et tout. Et donc, du coup, au final, ça m'énerve, parce que moi, j'ai pas beaucoup de patience pour ces trucs-là. Et donc, de galère en galère, parce que j'arrive même pas à payer avec ma carte, parce que la banque bloque, toutes les banques bloquent dès que je veux faire un virement. Donc, je n'arrive à rien. Et je sens que le seul moyen d'y arriver, c'est peut-être de liquider. J'ai des trucs qui sont un peu plus cash que d'autres, donc le seul moyen d'y arriver serait de liquider certaines positions qui sont moins importantes que d'autres pour mettre de l'argent dans ce truc-là. Et au final, je perds patience et juste j'abandonne, en fait, hein, tout simplement. Je le fais pas. Et dans le même temps, dans la même journée, à quelques heures près, je découvre alors comment ça s'appelle? Melania, c'est ça? Ouais. Ouais, bah voilà. Donc je découvre le Melania token, le Melania coin et tout. Et alors là, je remercie le ciel de ne pas l'avoir fait. Ah ouais. Pas parce que ça a été divisé par 2, mais parce que je me dis, en fait, c'est vraiment des gros enculés. Mais oui, mais vraiment, là, j'ai vraiment eu l'impression, là, je me suis vraiment dit, mais en fait, non seulement ça n'a pas de sens, mais vraiment, ils ont honte de rien, quoi. Et moi, c'est marrant parce qu'en fait, cette histoire caractérise tout ce que je pense de Donald Trump. Parce que c'est vraiment des montagnes russes, quoi. Il y a des moments où il fait des trucs, il essaye de vraiment il travaille vraiment comme il faut son image. C'est-à-dire qu'à un moment, il arrive, il dit « Ouais, c'est moi qui ai négocié le cessez-le-feu entre Gaza et Israël et tout. » Donc, tu vois, il y a cette aura quand même qui rejaillit un peu sur lui et tout. Enfin, c'est quand même super. Et l'instant d'après, il lance un shitcoin. Et l'instant d'après... Il nous dit, oui, je vais révéler les JFK Files, tous les dossiers sur comment est décédé le président, etc. Et l'instant d'après, et ça n'arrête pas. C'est comme ça tout le temps avec Donald Trump. Je ne comprends pas ce gars. Je comprends pas. Je comprends pas comment il fonctionne. Je ne sais pas quel genre d'être humain c'est. Je comprends pas en fait. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe de sa personne. Il y a des moments où je me dis, ah ouais, ça c'est bien qu'il fasse ça. Et l'instant d'après, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, vraiment, moi, c'est ça, perpétuellement. C'est ce que je ressens perpétuellement avec lui. Je ne sais pas si tu ressens la même chose,
Alors, mais j'ai du mal à cerner son personnage. je ressens ça plus ou moins. Déjà, du coup, je suis ravi d'apprendre que tu as évité une déconvenue. Ah oui. Puisque... Oui, parce que pragmatiquement parlant, j'ai juste évité de perdre de l'argent. C'est tout Ah ce oui. qui s'est passé. Ah oui, oui. Donc c'est merveilleux. Puis tout, Voilà. hein, tout ou presque. Hein. Donc, bon, c'est-à-dire que ça aurait juste été très douloureux. Donc, je suis content pour toi. Deuxièmement, effectivement, tu as fait partie du coup de cette vague de personnes qui ont voulu se précipiter dessus, puis qui après ont vu le lendemain ce qui se passait, et qui se sont dit aïe, 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 on va bien se faire niquer quand même. Et du coup, toi, ça t'est pas arrivé, mais tu as quand même vécu le processus. En fait, je me dis pas trop ça de Trump, parce que depuis le début, j'ai une impression à propos de Trump. J'ai l'impression que Trump teste à quel point on oublie vite les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un de médiatisé, de connu, faisait un seul des trucs de Trump et qui s'arrêtait là. Exemple, je sais pas si Will Smith Obama lance un shitcoin. Bah non, Oui, pas c'est Obama. terminé. Hein. Mais si, voilà, c'est Ah, ça. si. Si Will Smith lance un shitcoin, c'est fini. Ouais. Mais en fait, juste après avoir lancé un shitcoin, Trump, il en lance un deuxième. et puis après, il parle des JFK Files. Juste après, il devient président, quoi. Et c'est normal. Et après, il devient président, et après, il dit qu'il va sécuriser le Proche-Orient d'ici 6 mois. Et tu te dis, mais en fait... Et en fait, on oublie. Donc en fait, je vois Trump comme un espèce de messie, que t'aies pas ce passage pour en faire juste un short. Je termine ma phrase. Mais je vois Trump comme une espèce de messie envoyé sur Terre pour tester à quel point les humains oublient vite et à quel point est-ce qu'on a peu d'espace disponible dans notre mémoire vive. Et que... parce qu'en fait, on a oublié tout ce qu'a fait Trump. On a vraiment oublié des sacrés trucs. On a oublié des trucs qu'il a dit qui sont terribles. Mais on a oublié. Parce qu'il a fait d'autres trucs. C'est génial. On peut faire une compilation de tous les trucs qu'il a dit. On pourrait faire une compile de malade. mais en fait, du coup, moi, je le vois un peu comme ça. Et j'ai un peu l'impression, comme ça ne me concerne pas directement, sauf quand j'ai pris 7 000 €, mais c'est bon, voilà. Comme ça ne me concerne pas directement dans mon quotidien, je le vois de loin et je me dis, bah ouais, il teste, il fait des trucs. Les Américains ont l'air de... Voilà, ils suivent le mouvement un peu, mais... j'ai l'impression que ceux pour qui c'est censé être horrible, c'est pas non plus si horrible que ça. C'est-à-dire que voilà, ça a pas l'air d'être atroce pour eux. Ils se enfin, tu vois, c'est pas horrible. Et puis ceux qui soutiennent sont juste en mode c'est bien. Et puis, en fait, si tu écrivais une BD où un gars faisait ça, tout le monde dirait que c'est pas réaliste du tout, quoi. Ouais. Genre, il y a plein de trucs qui tu seras obligé de minimiser une grande partie de son personnage mais... et de ses histoires pour raconter un truc crédible. Parce qu'en fait, c'est juste que les trucs qu'il fait n'ont parfois pas de sens. Et c'est-à-dire que même dramaturgiquement parlant, pour raconter une histoire, ça n'a pas de sens. Donc tu peux pas raconter une histoire avec ça. Parce qu'en fait, l'histoire, elle serait nulle. Parce que ça n'a pas de sens. Je dis, pourquoi tu fais ça ? Et en même temps, l'histoire serait géniale. Ouais, ouais, écoute, oui. C'est pas évident. Ouais. Non. Et là où Usher a pas tort, c'est mine de rien, c'est évidemment l'impact que peut avoir, parce qu'il prend aussi de mauvaises décisions, Donald Trump, soyons très clairs. Je pense d'ailleurs qu'en fait, on surestime à quel point il est impliqué réellement dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, Je pense qu'il est entouré d'une armée de gens. Je pense que ce coin-là, c'est pas non plus complètement le cerveau de cette affaire. Je pense qu'il a donné son accord, il le partage. Il donne son image directement, mais je pense qu'il ne mesure pas toutes les conséquences. C'est assez clair, en fait, quand vous regardez toutes ces prises de parole sur les cryptos, il est complètement à côté de la plaque. C'est quand même un gros opportuniste pour de bonnes raisons sur certains aspects. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, il réalise qu'en fait, l'industrie crypto serait une bonne chose pour les États-Unis, tant mieux pour l'industrie crypto et tant mieux pour les États-Unis, mais ça reste de l'opportunisme. Et donc, il suffit de regarder une ou deux prises de parole sur le Bitcoin ou autre pour voir qu'en fait... Juste, il va dans le sens du vent, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il ne saisit pas non plus tout parce que c'est un petit peu loin de son monde aussi. Et je pense que du coup, à partir du moment où il a décidé d'embrasser l'industrie de la crypto et d'embrasser cet univers et d'apprécier tout ça à sa juste valeur, je pense que lui, il se dit pas j'ai lancé un shitcoin. Non, il se dit j'ai lancé un token dans l'industrie crypto qui cristallise tout le soutien que m'apporte ma communauté et le genre à Trump, et de créer de la hype et de créer du chaos comme il sait si bien faire pour que le monde entier parle de lui. Et en fait, il profite de ça et il ne voit pas tous les effets de second ordre. Ou alors, il fait exprès de ne pas les voir. C'est-à-dire que
il doit être capable de, tu vois, il n'est pas que con non plus, donc il se dit bien que voilà, ça reste un Ponzi et plein de gens vont perdre de l'argent, mais c'est comme si ça n'existait presque pas tout cet aspect-là, parce que c'est obscurci, c'est éclipsé par tout le reste et par le fait que lui, il veut, je pense, créer de la hype et tout. Et il se dit, je lance un token, je lance une crypto-monnaie. Il ne voit que ça, je pense. Je lance une crypto-monnaie et je pense que c'est pas un thésard dans la crypto-monnaie. Il n'est pas en train de réfléchir. Il lit pas des papiers le soir. Il lit pas Cryptost le soir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Juste, il est qu'à moitié. Il a un orteil dans ce monde-là, c'est tout. Moi, je pense qu'il ne maîtrise pas tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe. Et il se prend pas la tête en fait. Juste, il lance ça, il se dit bah oui. Et il n'a pas pensé à toutes les conséquences. Et comme il est relativement antifragile, Trump, effectivement, au final, il peut faire absolument n'importe quoi. On dirait que ça ne l'atteint jamais. Ça l'atteint jamais, et surtout, il sait un peu à qui il s'adresse au fond de lui. C'est-à-dire qu'il sait quand même que globalement, quand il dit la crypto c'est trop bien, il s'adresse, pardonnez-moi la caricature, au mongolien américain qui a quand même une vision extrêmement restreinte pour certains du monde. Et en fait, quand il dit la crypto c'est bien, il n'est pas en train de parler à ceux qui sont déjà dans la crypto et qui sont un minimum éduqués, qui s'intéressent à des projets, qui ont la valeur de tout ça. Il s'adresse au gars qui a $900 investis sur eToro, si eToro est accessible aux États-Unis, et qui se dit bah, peut-être je vais les mettre sur les cryptos. Et donc en fait, il n'élève pas son discours, enfin il ne prend pas le temps d'élever son discours parce qu'il n'a pas besoin, je pense. C'est-à-dire qu'il sait à qui il s'adresse, il fait du mass market à fond, un peu comme quand un gros entrepreneur chez nous fait du marketing pour vendre sa formation où il met des images de Lambo et de villas à Miami. Bah en fait, ça nous parlera jamais. On se dit, mec, tu nous fous la honte un peu, tu vois. Mais en fait, c'est que quelque part, bah, c'est ces gens-là qui font rentrer dans l'écosystème et ça va forcément créer, sur les millions de personnes que Trump touche, pas dans le lot, il y a au moins un gars qui va créer un projet de fou grâce aux cryptos d'ici ces 15 prochaines années, même si actuellement il a 14 ans, tu vois, et l'impact final pour moi sera positif. L'impact à court terme est négatif, l'impact long terme est quand même positif, comme quand chez nous un mec business fait du marketing Lambo. Sur le moment, je trouve ça ridicule, c'est nul. Après, je prends 6 000 abonnés, je me dis bon, finalement, non, je plaisante, mais 6 000 euros, tu veux dire. Non. Non, pardon. Non, oui, je confondais avec. J'étais parti sur le. Les deux en fait. Les deux finalement. Je prends 6 000 abonnés et 6 000 euros. Mais mais voilà, tu vois. Les effets court terme font un peu chier parce que je me dis que ma mère va voir ça au JT, tu vois. Et ça me fait un peu chier parce qu'elle sait que j'ai des cryptos. Oui, j'ai pas fini ma phrase, mais au final, c'était juste ça que je voulais dire. Effectivement, l'impact sur l'industrie crypto, il est vraiment naze, quoi. Parce qu'en fait, si c'est ça l'image que tu as de la crypto-monnaie et de ce que tu fais avec, c'est le fond des chiottes, quoi. Pourquoi faire? Déjà, moi, je trouve ça fatigant que les cryptos mettent pas suffisamment en général en avant dans l'industrie de vrais usages, en fait, dans la vie concrète. Pas juste des cryptos qui permettent de faire mieux fonctionner les cryptos d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ce serait quand même bien juste de... c'est hyper bien dit. Il y a quelques idées de projets, tu vois, par exemple tout ce qui est DAO pour la justice et tout. Il y avait des tonnes d'idées dans tous les sens, ou de la traçabilité pour des trucs. J'ai même vu des trucs pour le café, tu vois, pour avoir la traçabilité parfaite du café grâce à une blockchain, etc. Bon, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des trucs qui fonctionnent mieux. L'immobilier tokenisé, je trouve ça intéressant, par exemple. C'est un usage un peu plus concret. Ça reste de la finance, mais bon, la finance fait partie de la vraie vie, jusqu'à preuve du contraire. Mine de rien, la crypto, elle se regarde beaucoup le nombril, quoi. Donc, à chaque fois qu'on me dit oui, il y a plein d'usages à la crypto, que je regarde tout ce qui se passe, c'est essentiellement des trucs de crypto pour de la crypto par des crypto bros. Voilà, quoi. On attend quand même des vrais usages. Il y a des embryons de ça un peu partout, mais c'est pas encore trop ça. Donc, shitcoin de Donald Trump, c'est dommage. C'est dommage à court terme, mais je pense qu'à long terme, c'est bien. Parce que publicité, tu veux dire, pour la crypto en général? Parce que publicité, toute pub est bonne à prendre en fait, même si elle est très mauvaise sur le moment et que ça va renforcer peut-être la SEC qui va checker plus de trucs et tout, mais à long terme, ça met juste à diffuse dans la tête des gens que ça existe. Et donc à un moment, ils vont s'y intéresser. Puis après, c'est un peu du nivellement, mais après, il y a des gens en dessous qui vont faire des bonnes vidéos comme Asher en expliquant. Et peut-être que, je sais pas, si ma mère tape crypto Trump, elle va tomber sur la vidéo de Asher. Asher explique des trucs super pertinents et tu vois. Okay, tu vois ça comme un entonnoir de vente du coup. Voilà. C'est la partie awareness avant. Exactement. C'est un entonnoir de niveau d'awareness au fur et à mesure. Je sais pas si Trump en est conscient.
il y a une partie de moi qu'on a quand même un peu l'impression qu'il sait que lui, il y connaît à peu près que dalle. Mais globalement, il sait que c'est bien, qu'il va gagner plein de thunes avec et que c'est bon pour l'industrie. Et donc, du coup, il est pro parce qu'il se dit ça fera du bien, quoi. On lui prête trop d'intentions volontaires qu'il n'a réellement, je pense. Au bout d'un moment, soit c'est le plus grand génie de tous les temps qui calcule tout sur tout. Non, mais là, tout le c'est temps, faible. Le truc qu'il fait. Soit juste, vraiment, il fait des trucs, quoi, et juste, il voit ce qui se passe, quoi. C'est vraiment le côté, je jette des pattes et je vois lesquelles restent collées au mur, tu vois. Enfin, c'est juste, je pense qu'il se rend pas compte de tout ce qu'il fait. J'en suis convaincu. Ouais, c'est pas parce pas que c'est le tout. président des États-Unis que ça peut pas, tu vois. Non, non, alors ça, c'est sûr. Mais je me dis, dans le lot, il y a forcément les trucs où il sait que... Ah oui, il y en a. Alors, mais lesquels? Il sait, tu vois. Mais oui, lesquels, effectivement, peu, sûrement. Je sais pas si tu partages mon avis. Je pense que Donald Trump, aussi intouchable qu'il l'a été jusqu'à maintenant, je pense que en 2025 et au-delà, il a l'une de ses plus grandes forces est devenue l'une de ses plus grandes faiblesses pour moi, à mon sens. Est-ce que tu sais de quoi je parle, à quoi je fais allusion? Je pense qu'il a un très très gros single point of failure de quelque chose qui peut réellement, sincèrement abîmer son image, avoir des conséquences plus délétères en fait autour de lui et de son gouvernement, etc. Il y a un truc qui a tout changé pour lui en 2024, un truc, et sur lequel il y a une fragilité à mon sens. C'est-à-dire que c'est pas que ça va mal se passer, ça peut très bien se passer, mais il y a une fragilité à mon sens. Et cette chose, tu ne l'as pas du tout, je le vois à ton regard. Ok, à mon sens, c'est le soutien d'Elon Musk. Ok. Je pense que c'est aussi sa plus grande fragilité, sa plus grande faiblesse, parce que contrairement aux apparences, pour les gens qui ne s'intéressent pas trop en fait à l'état d'esprit d'Elon Musk et à l'état d'esprit de Donald Trump, foncièrement, ils n'ont pas les mêmes idées. Ils se sont rejoints sur une bataille culturelle et ils se sont accordés sur Make America Great Again. Ça, très bien. Qui ne serait pas d'accord avec ça au fond? Mais si vous regardez bien Elon Musk, c'est quand même un vrai profond libertarien. Donald Trump, pas du tout, en réalité. Et je suis curieux de voir comment évolue leur relation dans les mois à venir et dans les années à venir, parce que je pense que s'il y a un moment, il y a des étincelles, il y a des frictions, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans leur relation, je pense que là, on parle d'une vraie fragilité, de vraies fissures qui peuvent se créer dans l'image de Donald Trump, dans son gouvernement, dans son image publique et dans sa capacité à faire les choses. Je pense que Elon Musk, pour l'instant, a quand même une excellente cote de popularité, particulièrement aux États-Unis, plus qu'ailleurs. Et je pense qu'il peut le faire élire président. Et je pense qu'il peut aussi beaucoup le faire redescendre de son piédestal. Je pense qu'il en a la capacité. Et donc, je pense qu'il y a une fragilité à ce niveau-là, du fait qu'ils ne sont peut-être pas totalement alignés sur tous les intérêts de tout ce qu'ils essayent de faire. À voir si ça fonctionne sur ce côté déréguler les États-Unis massivement. Mais déjà là, j'ai un petit doute réellement sur ce que les deux veulent profondément. Et même plus généralement, je pense qu'ils ne sont pas alignés idéologiquement réellement. Et donc, je pense qu'ils avaient tous les deux un intérêt à ce que Donald Trump soit président. Mais j'espère que ça restera deux adultes consentants qui arrivent à s'entendre sur le fait que, oui, c'est une alliance qui n'est pas contre nature, il ne faut pas exagérer, mais pour ça que je dis c'est deux adultes. C'est-à-dire qu'ils ont des désaccords profonds, c'est évident. Ils n'en parlent pas publiquement, ce n'est pas le sujet. Mais ils sont là, moi je les vois. Je ne sais pas si tu les vois, mais ça me semble assez clair. Donc je me dis, Donald Trump, d'habitude, il est assez antifragile. Il vient de se créer, selon moi, un énorme point de fragilité avec Elon Musk, de mon point de vue. C'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que ça se passera bien tant qu'au moins un des deux reste adulte. Et il y a un truc que personne ne remet jamais sur la table, et il faudrait que je regarde, mais tu sais qu'il y a quelques années, toutes les communications d'Elon Musk ont été mises sous tutelle, entre grands guillemets. Parce qu'en fait, il y a un moment où il commençait vraiment à faire n'importe quoi, notamment fumer de la weed chez Joe Rogan, entre autres, et que en fait, ça a eu un tel impact sur les actions que ça a eu un impact sur le marché. Et que, du coup, la SEC a juste dit, bon, là, stop. En fait, c'est-à-dire qu'un PDG de multinationale qui va fumer de la weed chez Joe Rogan, en mettant des tapes dans le dos et en disant « business », c'est pas ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Parce que
moi après, j'ai vu pendant des années un Elon Musk plat, fade, sans goût, qui lisait des trucs préécrits. Et d'un coup, il a amené des robinets chez Twitter et il a dit Trump, let's go. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ? Donc en fait, j'ai un peu l'impression que je pense qu'il est toujours extrêmement entouré et que c'est toujours extrêmement contrôlé ce qu'il fait, Elon Musk. Parce qu'au bout d'un moment, la SEC, parmi les quelques pouvoirs en place qui contrôlent ce que disent les gens, c'est quand même peut-être ceux qui font le plus flipper, quoi. C'est ceux qui peuvent vraiment te mettre dans la merde, que tu sois Trump, Musk ou quelqu'un d'autre. Et c'est ceux que personne n'emmerde jamais, pour le coup. Personne ne remet jamais en question. Personne de sérieux en tout cas. La SEC ou le Sénat. Et du coup, je pense qu'il est toujours extrêmement bien suivi et encadré, on va dire. Et que Elon Musk ne deviendra jamais un gamin s'il y a Discord. Parce qu'il peut pas trop. Et que Trump l'est, mais Trump il est con, il pourra prendre de cher après peut-être. Mais pendant que Trump est président, je pense pas qu'il va se passer grand-chose. Parce que Elon Musk vrillera pas. Parce qu'il est contrôlé. Alors, pas contrôlé par les grands méchants qui sont derrière, mais juste parce que frérot, reste tranquille, quoi. Parce que ça peut faire trop de mal, en fait, s'il se met à faire des trucs. Donc, j'ai le sentiment que peut-être que le fil va rester tendu et que le fil existe, mais qu'il va pas se briser. Ok. Ouais. Bah écoute, l'avenir nous le dira, et même l'avenir proche. Et Donald Trump ayant eu pendant sa campagne présidentielle une grande bouche, en disant qu'il allait mettre fin à toutes les guerres. On lui souhaite bien du courage et surtout on attend ça avec impatience. On observera ça ces prochaines semaines. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait lui donner raison. Et pas tort, on préfère que les guerres s'arrêtent. Donc ça, entre autres choses. Mais ça va être intéressant à suivre. Évidemment, on tourne cet épisode juste le lendemain, je crois, c'est ça C'est ça, c'était hier, donc de son investiture. Ouais, donc évidemment, c'était au cœur de l'actualité. On lui souhaite beaucoup de force pour la suite. C'est pas le cas de tout le monde ne lui souhaite pas beaucoup de force, mais on lui envoie de la force, il en aura besoin. Est-ce que tu as un mot de la fin, Louis, sur Donald Trump ou quoi que ce soit d'autre, si tu as un mot de la fin sur Elon Musk également. J'ai l'impression que tu avais quelque chose sur le bout de la langue, c'est pour ça. Je t'ai coupé en cours de route. Non, tu m'as pas coupé en cours de route, j'ai eu quelque chose et après je l'ai reperdu, mais effectivement, j'avais un dernier petit truc. J'avais un dernier petit truc sur Trump, nom de nom. Et c'est sûrement le truc le plus croustillant pour lequel il ne faut surtout pas quitter l'épisode maintenant, que tu voulais dire. C'est effectivement ça. Mais la problématique, c'est est-ce que j'en parlerai dans cet épisode ou dans le suivant. Merci à tous. Je pense qu'on aura l'occasion. Oh là là, j'ai cassé ton, je suis désolé. Non, j'allais dire, on aura sûrement l'occasion de parler de Donald Trump. On parle que de lui donc, ces prochaines semaines. Donc on va essayer de ne pas le faire à chaque épisode quand même. Ouais. Tout à fait. En tout cas, merci Alexis, c'était un plaisir. Et figure-toi que j'avais non pas une idée business, mais une idée marketing. Mais du coup, que de teaser. On en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup Alexis pour cet épisode. C'était super sympa, ça faisait longtemps. Ouais, de même. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, à la semaine prochaine. Est-ce qu'on leur dit à la semaine prochaine, Louis ? On prend le risque de leur dire pour la énième fois la semaine prochaine ? Bon, on l'a pas trop fait, les derniers épisodes, on n'a pas pris le risque. On savait qu'il fallait pas dire la semaine prochaine. Mais allez, on tente, qui ne tente rien à rien. On tente, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.